A provoqué une vague de colère dans le pays, une colère qui se ressent aussi dans les médias tunisiens, évidemment. Oui, le site d'information Business News retrace le déroulé des événements d'hier, heure par heure, depuis la nouvelle de l'assassinat de Chokri Belaïd jusqu'aux différentes réactions politiques et dans la rue. À lire également cette analyse d'un chroniqueur. Le journal accuse ouvertement le gouvernement, même sous Ben Ali, explique le journaliste, la Tunisie n'est pas arrivée à ce niveau de violence politique. Les leaders politiques et les médias ont été nombreux à prévenir de ce danger, mais face à ces avertissements, eh bien, les dirigeants au pouvoir ont fait preuve d'un déni total. Autre analyse sur cette violence politique qui s'exprime désormais en plein jour, à lire sur le site d'information Nawat. Pour le blogueur qui a rédigé ce billet que vous allez voir, ces derniers mois, après une révolution pacifique, un comportement violent étrange s'est développé. Alors comment vivre ensemble sans s'entretuer? Quel contrat social pour garantir enfin le respect des opinions? Pour l'auteur de cette analyse, seul le recours au dialogue et un discours pacifique permettront de surmonter les tensions. Il faut aussi mettre en place une éducation des gens à la non-violence et un état de droit, des garanties qui permettront donc que le débat politique s'organise sereinement. Et puis le journal The Independent s'interroge également, la révolution de Jasmin est-elle en train de sombrer dans la violence? Pour l'éditorialiste de The Independent, l'Égypte et la Tunisie sont confrontés au même problème. Le pouvoir dominé par des islamistes élus démocratiquement, mais qui promettent l'émergence d'un état de droit. En tentant de dessiner les contours d'une nouvelle constitution, eh bien, il se heurte à un problème. Comment concilier les aspirations de ceux qui ont voté pour les islamistes, pour eux, et les aspirations des partis laïcs? Alors un problème que les responsables politiques n'ont pour le moment pas su surmonter et qui engendre donc crispation et blocage en Tunisie comme en Égypte. La presse également s'intéresse ce matin à la nomination aux États-Unis du nouveau chef de la CIA qui sera entendu aujourd'hui par le Sénat. Oui, The Guardian dresse le portrait de John Brennan. Le quotidien rappelle d'abord qu'il a été jusqu'à présent l'instigateur de la campagne d'attaque de drones au Pakistan, au Yémen ou en Somalie. Lui et le président Obama se retrouvaient chaque semaine pour définir les cibles des hommes suspectés de terrorisme à éliminer. Brennan, c'est aussi l'homme qui, il y a 4 ans, avait dû renoncer à sa candidature pour diriger la CIA en cause un soutien trop appuyé aux méthodes très controversées de l'ère George W. Bush. Et hasard du calendrier aux manœuvres orchestrées, l'audition de Brennan devant le Sénat pour entériner cette nomination coïncide avec la fuite d'un document confidentiel. Un document du ministère de la Justice américaine qui justifie ces attaques de drones, et notamment le meurtre de citoyens américains suspectés d'appartenir à Al-Qaïda. Le New York Times considère que ce document rappelle les mémos faits par le président Bush et qui trouvaient aussi des justifications légales à la torture ou au maintien en détention sans condition de suspect. Alors, sentiment partagé ce matin par le Washington Post qui estime qu'il n'y a plus de raison de maintenir une chape de plomb sur ces attaques de drones. Le Washington Post rappelle que jusqu'à présent, l'administration américaine refuse de livrer un bilan de ces attaques ou des éléments sur les méthodes employées. Y a-t-il encore une raison de maintenir le secret d'État? Pour l'instant, selon le Washington Post, la Maison-Blanche n'en a pas donné en tout cas. Un portrait, pour finir, Pierrick, celui d'une actrice française, Emmanuelle Riva, en course pour les Oscars. Le journal britannique The Guardian lui consacre une pleine page à cette actrice qui a 85 ans et la nominée la plus âgée de l'histoire des Oscars dans la catégorie meilleure actrice. Elle est donc nominée pour son rôle dans le film Amour de Michael Haneke. Elle reste aujourd'hui connue pour son rôle dans le classique d'Alain Resnais, classique de 1959, Hiroshima, mon amour. Et selon le journal, eh bien, elle sera à Hollywood pour gagner, parce que ce n'est pas simplement une nomination pour sa carrière. Nicole Kidman dit d'ailleurs d'elle qu'elle a effectivement livré la meilleure performance de l'année. On verra ça à la cérémonie des Oscars. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale. Vous restez avec nous, on marque une courte pause, on vous parle